Eh bien, bonsoir. Ok. Bonsoir à toutes et à tous. Au nom de la Mutualité française Pays de la Loire, je suis ravie de vous accueillir pour cette web conférence qui vient en fait nourrir une série de rencontres organisées par la Mutualité française Pays de la Loire depuis 2018 autour des inégalités de santé et plus spécifiquement autour des inégalités de santé chez la femme. Alors, cette rencontre est organisée en partenariat avec Promo Santé Pays de la Loire, qui est l'espace régional collaboratif d'expertise et de ressources en promotion santé et qui organise toute cette semaine ces rencontres régionales 2021 autour des inégalités sociales de santé. Alors, pour ma part, je suis Annie Lebrun-Legal, responsable de communication à la Mutualité française Pays de la Loire, et je serai accompagnée à la technique par ma collègue Gaëlle Violet, qui sera votre porte-voix pour relayer vos questions que nous traiterons en fin de conférence. Donc, bonjour Gaëlle, si tu le veux bien, je te laisse te présenter et expliquer, s'il en était besoin, aux participants comment faire part de leurs questions. Bonsoir, bonsoir à tous. Eh bien, pour poser vos questions, c'est dans l'onglet questions-réponses, tout simplement. Voilà, et pour ma part, je suis responsable de projet en prévention et promotion santé. Et donc, je serai votre voix pour ce webinaire. Donc, on espère que vos questions seront nombreuses, parce que vraiment, pour nous, le sujet est d'importance. Nous allons parler du corps des femmes, de la santé des femmes et surtout d'une médecine au service de la santé des femmes. Car encore aujourd'hui, le corps féminin est peut-être encore trop souvent perçu par le monde médical, mais aussi peut-être par la société, par les femmes elles-mêmes, comme un corps à soigner, considéré sous le seul prisme de la maladie, également comme un corps instrumental réduit à sa fonction de reproduction ou de désir sexuel, également perçu comme un corps à protéger, car vu comme fragile, perçu sous l'angle du manque en fait, en comparaison au corps masculin qui serait la norme. Bref, un corps dont les femmes sont dépossédées, un corps approprié par le savoir médical et face auquel on peut trouver peut-être que les femmes ont du mal à affirmer, à faire entendre leur choix en matière de prise en charge de leur santé. C'est peut-être encore même plus difficile pour les femmes qui peuvent être en situation de vulnérabilité sociale, des femmes en situation de handicap ou même pour toute personne dont l'orientation et l'identité sexuelle ne correspondraient pas aux normes dictées par la société. Alors, justement, comment aider les femmes à reprendre possession de leur corps, à oser dire en consultation « non docteur, c'est mon corps », à faire en sorte qu'avant d'être un corps à soigner, les femmes soient considérées vraiment comme des personnes responsables de leur choix, à écouter, à soulager, à accompagner. Et bien précisément, c'est ce que nous allons aborder avec notre invité, qui nous fait vraiment l'immense plaisir d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce soir, malgré le décalage horaire depuis le Québec, puisque c'est là où vous habitez, Monsieur Vinclair, et il est actuellement 12h30. Donc, Martin Vinclair, bonjour. Bonjour. Alors, on vous connaît, Martin Vinclair, au travers de vos romans et essais sur la santé des femmes, dont nombre d'entre eux sont vraiment des best-sellers. On peut juste citer La maladie de Saxe, adapté en film, Le cœur des femmes, adapté récemment aussi en bande dessinée, ou encore vos derniers ouvrages, le roman L'école des soignantes, et puis le guide, le manuel, l'ouvrage C'est mon corps. Alors, vous êtes un fervent défenseur de la santé des femmes, un féministe, mais je sais que vous préférez un féministe dans le sens humaniste, égalitaire, défenseur de la liberté individuelle de toutes et tous. Vous êtes en fait engagé pour l'humain avant tout, plus que pour l'institution médicale, comme on le verra pendant des échanges. Alors, mais Martin Vinclair, ce n'est pas votre vrai nom, c'est votre nom d'auteur. Alors, dites-nous qui se cache derrière les écrits de Martin Vinclair. Voilà, présentez-nous votre parcours. Bon, c'est plus un secret depuis longtemps. Je m'appelle Marc Zafran. Je suis né en Algérie. J'ai grandi en France. Et depuis 12 ans, je vis au Canada. J'ai été donc médecin de famille, médecin généraliste en Sarthe, dans un petit village qui s'appelle Joué-l'Abbé. Et puis, j'étais aussi médecin généraliste dans un centre de planification qui était le centre de planification de l'hôpital du Mans, ça pendant 25 ans. Et j'ai commencé à publier des livres sous le pseudonyme de Martin Vinclair à la fin des années 80. Mais j'écrivais aussi un peu sous ce pseudo, enfin sous mon vrai nom, sous un pseudo dans une revue médicale qui s'appelle la revue Prescrire, qui est la revue la plus critique sur l'industrie du médicament qu'on ait en France. Donc, je me cache plus vraiment, mais pour
pour parler du pseudonyme et du vrai nom, j'ai trouvé que c'était important de bien séparer mes deux activités, qui étaient une activité d'auteur et puis une activité de médecin, et ce qui m'a permis de soigner des gens qui ne savaient pas que j'étais auteur, et c'était très bien. D'accord, très bien. Donc, écoutez, vous êtes vraiment l'intervenant idéal pour notre sujet, d'autant plus que vous êtes un homme. Et voilà, on trouvait ça vraiment intéressant d'avoir ce regard d'homme sur des questions de femmes, puisque nos précédentes conférences autour de la santé des femmes donnaient la parole à des intervenantes qui étaient des femmes. Donc, maintenant qu'on sait mieux qui vous êtes, Martin Winkler, je propose aux participants et participantes de nous dire à leur tour qui ils sont en répondant à un rapide sondage que Gaëlle va lancer. Donc, c'est juste pour situer votre profil professionnel et votre tranche d'âge. Donc, voilà, quelques questions sur qui vous êtes. Un ou une professionnelle du soin, professionnel médico-social ou de la prévention santé ou autre. Désolée, je n'avais pas plus de précision. Et ensuite, vous situez un peu au niveau de votre génération. Est-ce que vous êtes des moins de 35 ans, des personnes entre 35 et 55 ou plus de 55? Donc, je ne pense pas qu'il y ait besoin de beaucoup de temps, Gaëlle, pour laisser le temps aux personnes de répondre. Je te laisse, quand tu le juges pertinent, peut-être… On va attendre encore un petit peu. D'accord. Donc, ça nous permettra à nous également de savoir voilà, à qui on s'adresse ce soir. Je propose de clôturer le sondage. Et donc, de vous le partager. Alors, très bien. Donc, à près de la moitié, vous êtes des professionnels du soin, un petit peu moins du médico-social, une partie importante aussi de prévention santé et autres. Désolé, là, on ne peut pas vous identifier. Mais voilà, ça permet de voir que c'est un panel assez représentatif des professionnels du soin. Quant aux âges, on a des jeunes. On va considérer que vous êtes jeune, vous avez moins de 35 ans, donc voilà, 31%. Et puis des personnes, plus de 42% également, entre 35 et 55 ans, et un tout petit peu de plus de 55 ans. Très bien. Eh bien, écoutez, ça nous permet à peu près, je ne sais pas pour vous, Monsieur Winkler, mais de voir à qui on a affaire. Donc, maintenant que les présentations sont faites, passons au cœur du sujet. Et peut-être pour une entrée en matière, revenons sur c'est quoi être une femme, c'est quoi vivre dans un corps de femme. Et vous avez introduit, Martin Winkler, un concept que je trouve vraiment génial et qui pose bien la situation de ce que vivent les femmes. Et moi, j'ai trouvé par le seul fait de vous l'entendre nommer, ça m'a déjà soulagée. Ce concept dont vous parlez, c'est la charge physiologique des femmes. Alors, on connaissait déjà la charge mentale, on connaissait aussi la charge sociétale, j'entends par là toute l'injonction qui peut être faite à la beauté stéréotypée, par exemple, et vous en rajoutez une couche avec les charges physiologiques. Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors, d'abord, je voudrais préciser que je ne sais pas ce que c'est qu'être une femme, parce que je suis un homme. Ce que je sais de ce que les femmes pensent d'elles-mêmes, c'est elles qui me l'ont dit. Et je peux m'identifier à beaucoup de choses qui sont dites par des femmes, tout simplement parce que, en dehors des variantes dont on va parler là, je sais ce que c'est que la douleur, je sais ce que c'est que le chagrin, je sais ce que c'est que d'avoir peur, je sais ce que c'est que de se sentir frustré, je sais ce que c'est. Donc, toutes les émotions, elles n'ont pas de genre. Les émotions, elles nous sont communes à toutes. Et c'est plutôt sur le plan, enfin, en me plaçant toujours sur le plan des émotions et non pas sur le plan des sensations, parce que je ne peux pas avoir les sensations d'une femme, que je me suis toujours placé pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et alors, c'est donc, il y a quelques années, j'ai commencé, enfin, et pourtant c'était quelque chose qui m'avait frappé depuis très longtemps, mais il y a quelques années, j'ai commencé à formuler cette notion de charge physiologique qui est assez simple. C'est que dans la vie physiologique d'un homme, il y a un seul événement qui perturbe le développement du corps, c'est la puberté. La puberté, c'est en biologie, la puberté, c'est le passage d'un état où on ne peut pas se reproduire à un état où on peut se reproduire. C'est-à-dire, c'est l'accession à la reproduction. La puberté, ça fait chez un garçon, ça développe ses organes sexuels de façon à ce qu'il puisse se reproduire. La puberté chez la fille, c'est la même chose. C'est aussi le développement d'un certain nombre d'organes qui lui permettent éventuellement de se reproduire. Le problème, c'est qu'une fois qu'un garçon a atteint la puberté,
même s'il y a des désagréments à faire sa puberté quand on est garçon, je pourrais en parler, mais c'est terminé, ça s'arrête, il n'y a plus de problème. On est devenu un homme qui a un corps adulte, même si le cerveau, lui, il met un peu plus de temps à se développer. On dit que le cerveau des garçons n'est pas complètement fini avant l'âge de 25-30 ans, ce qui explique un certain nombre de choses. Euh, En revanche, pour une femme, l'accès à la puberté, c'est l'accès à toute une série de phénomènes physiologiques, et j'entends par physiologique des phénomènes qui sont, entre guillemets, naturels, normaux, c'est-à-dire des phénomènes qui surviennent chez l'immense majorité des personnes du même genre et qui aussi contribuent à leur survie et à leur reproduction. Alors, ces phénomènes, je n'ai pas besoin de vous les décrire. Le fait d'avoir un cycle entre l'âge de, mettons, 12 ou 13 ans et l'âge de 50 ans, et même maintenant, plus les femmes sont en bonne santé, plus ça arrive tard. Le fait d'avoir un cycle, le fait d'avoir tous les symptômes liés au cycle, qu'il s'agisse tout simplement d'avoir des règles, d'avoir des saignements mensuels ou à peu près, avec des symptômes d'accompagnement qui ne sont pas, entre guillemets, généraux, mais qui peuvent être extrêmement pénibles, comme la douleur, tout simplement, ou un syndrome prémenstruel. La perspective d'être enceinte, la grossesse elle-même, l'accouchement, l'allaitement, tout ça, ce sont des phénomènes qui représentent une charge qui veut dire quoi? Qui veut dire que le corps, il est soumis à ces phénomènes. On ne peut s'en abstraire de ces phénomènes que si, par exemple, on décide, une fois pour toutes, de ne jamais avoir d'enfant, mais il va falloir se soumettre à un certain nombre de choses pour avoir cette liberté. On ne peut, comment dirais-je, c'est très difficile de supprimer un cycle hormonal. On arrive à peu près à le faire, mais c'est aussi au prix d'un certain nombre de décisions, de choix et de contraintes. Donc, tout ce poids lié tout simplement à la physiologie, hein, je ne parle même pas des complications qu'il peut y avoir, je parle de la physiologie, c'est un poids qui est permanent et qui ensuite sur lequel se surajoute la charge sociétale, c'est-à-dire ce qu'on attend des femmes, aussi bien dans leur aspect physique, dans leur comportement, dans leurs décisions, ou dans le fait qu'il ne faut surtout pas qu'elles expriment leurs besoins ou leurs aspirations. Et puis, comment dire, la charge mentale qui consiste à être une femme dans un environnement d'hommes, par exemple, ou d'être une femme qui est la principale personne qui s'occupe des enfants d'une famille, enfin, etc. Donc, cette charge physiologique, elle est inhérente à l'anatomie et à la physiologie. Le, Et précisément, ce poids physiologique amène naturellement à parler aussi de douleur, parce que peut-être avant de devenir potentiellement pathologique, ces étapes physiologiques sont fréquemment cause de douleurs physiques ou psychiques ou d'inconfort. Et voilà. on peut parler voilà, des douleurs pendant les règles, de l'accouchement, des problèmes au cours de la contraception, de la ménopause aussi, qui peut être une charge également Bien physiologique, sûr, bien et sûr. plus globalement des douleurs aussi provoquées par les gestes médicaux en gynécologie. Tout à fait. Or, si on regarde comment est prise en compte la douleur des femmes, on est loin du compte. Et Ouais. vous parlez même de double peine. Vous pouvez nous expliquer justement cette gestion de la douleur chez les femmes? La double peine, les femmes qui ont des règles douloureuses vous en parlent très bien, c'est-à-dire que non seulement elles vont souffrir d'avoir un cycle, mais en plus, on ne va pas les croire, on va minimiser leur douleur, on va les culpabiliser parce qu'effectivement, un jour, elles ne peuvent pas se lever, il faut qu'elles restent chez elles, qu'elles se bourrent de médicaments et qu'elles restent dans leur lit. Il y a des femmes qui, tous les mois, en même temps que leurs règles, ont des migraines, c'est-à-dire des maux de tête extrêmement violents qui les obligent effectivement à rester chez elles. Et c'est toujours, comment dire, c'est encore et aujourd'hui ressenti ou perçu par la société environnante, c'est-à-dire les hommes, mais aussi un certain nombre de femmes, Mhm. comme étant une manifestation comment dirais-je, de paresse ou de négligence. Pour vous donner un seul exemple, une actrice que tout le monde connaît qui était Marilyn Monroe avait une endométriose.
C'était pas connu à son époque parce que tout ce qui concernait l'appareil sexuel, on n'en parlait pas. Et donc, elle était souvent absente de ses tournages parce qu'elle avait des crises douloureuses épouvantables, mais qu'elle ne pouvait pas dire pourquoi. Mhm. Et donc, on la traitait de diva. Et on disait, ouais, elle est difficile, quoi. Alors qu'en fait, elle était clouée au lit avec. C'est pour ça qu'elle prenait des barbituriques dont elle est peut-être morte. Mhm. C'est pour ça qu'elle prenait des antalgiques. C'est parce qu'elle souffrait le martyre. Mais elle ne pouvait pas en parler parce qu'il y avait un tabou complet sur tout ce qui concernait la sexualité, la reproduction à l'époque. Et actuellement, justement, est-ce que le traitement de la douleur des femmes est pris en compte suffisamment par le monde Non, médical? non, non, non. Et ça c'est général. C'est très important en France, mais c'est général dans l'ensemble du monde dans lequel on peut faire ce type d'enquête. À cause de douleurs identiques, mettons une fracture de jambe, les femmes sont moins crues, Mhm. c'est-à-dire qu'on évalue la douleur quand c'est l'observateur extérieur qui évalue la douleur, il l'évalue moins bien que pour un homme. Il va le faire moins vite et il va la soulager avec moins d'antalgique. Et ça c'est une sorte de règle générale, c'est-à-dire qu'on a tendance, quand on se place à l'extérieur pour évaluer la douleur de quelqu'un, à avoir des biais de perception qui sont des biais liés au genre, qui est lié à l'origine ethnique, lié au niveau socio-économique, ni à la façon dont les gens l'expriment, etc. C'est assez, comment dire, c'est très bien connu, ça a été très bien étudié. Il y a des pays dans lesquels on dit, bah, maintenant, il faut faire attention à la façon dont vous interrogez les gens et la façon dont vous écoutez ce qu'ils disent. Mais par exemple, en France, c'est toujours pas pris en compte. Mhm. Et précisément, en lien direct avec la prise en compte de la douleur, vous dites, et je vous cite, vous dites, il y a deux sortes de médecins, les docteurs et les soignants, et c'est l'attitude face à la douleur qui fait la différence. Et du coup, je trouvais que c'était une belle phrase qui pouvait nous amener directement à notre sujet suivant et à votre définition du soin. C'est quoi soigner? C'est quoi être un soignant? Alors, si vous le voulez bien, Martin Winkler, je vais essayer de nommer un par un de ce que j'ai retenu des composants de votre vision du soin et je vais vous laisser nous les expliquer au fur et à mesure. Vous êtes prêts? Oui, oui, bien sûr, allez-y. Alors, vous dites que soigner, c'est écouter. Expliquez-nous. Oui, parce que, alors, on ne peut pas soigner sans écouter et croire, hein, parce que, comment dire, prenez la question de la douleur. La douleur, ce n'est pas comme une éruption sur la peau. La douleur, je ne la vois pas. Je suis obligé, si je veux la soigner, de croire ce que la personne me dit de la douleur qu'elle ressent. C'est-à-dire qu'il faut que j'écoute non seulement quand elle est apparue, comment ça lui fait, comment elle la décrit. Si je n'écoute pas ce qu'elle me dit, je ne saurais pas ce qu'est cette douleur. En plus, toutes les douleurs ne sont pas identiques. Il y a des douleurs d'origine différente et de mécanismes différents. Et c'est ce que la personne en dit qui nous permet de faire le diagnostic du mécanisme. J'ai un de mes collègues qui est au Mans, justement, qui habite au Mans et qui travaille au pôle Santé Sud, qui est médecin de la douleur, le docteur Gagnon, avec qui j'ai écrit un livre. On a essayé dans un livre d'expliquer ça. C'est-à-dire que, précisément, il n'est pas possible de soigner et de comprendre la douleur de quelqu'un ou n'importe quel symptôme ou n'importe quel événement sans l'écouter et l'entendre et sans le croire ou la croire. D'accord. Deuxième précepte, donc vous l'avez dit, que vous dites que soigner, c'est croire la personne. Donc, on a entendu, Oui, parce que quelquefois, ça peut être vraiment encore remis en cause ce que la personne oui, dit. Oui. oui, c'est remis en cause à cause de la posture des professionnels de santé. Si les professionnels de santé pensent, premièrement, qu'ils ou elles sont supérieurs aux personnes qu'ils soignent, deuxièmement, que certaines personnes peuvent mentir ou que tout le monde peut mentir, ben, si vous voulez, c'est une position qui est une position d'abord contraire à l'éthique, c'est-à-dire on peut pas avoir une posture morale respectable en pensant que tout le monde ment, parce que ça veut dire je suis capable de dire qui ment, qui dit la vérité. Or, je ne suis pas supérieur aux autres personnes, je ne peux pas savoir. Mais on ne peut pas non plus avoir une position de soin sans croire les autres, tout simplement parce que si on ne croit pas, mettons une personne sur deux, on a toutes les chances de se tromper. Alors que si on croit tout le monde et que dans le tas, il y en a une ou deux qui ne disent pas la vérité, c'est pas grave. On a cru les autres et on les a soignés. C'est-à-dire que, et alors, l'autre versant de ça, c'est que, encore une fois, la personne,
Ce n'est pas à la personne qui soigne de dire si elle délivre des bons soins. C'est à la personne soignée de dire si elle délivre des bons soins. C'est comme si quelqu'un vous demande, vous dit « j'ai soif » et vous lui donnez un verre d'eau. Et elle boit le verre d'eau. Et elle vous dit « j'ai encore soif ». Si vous lui dites « non, ça suffit », c'est pas vrai, vous n'avez plus soif, vous n'étanchez pas sa soif. Pour le traitement de la douleur, c'est la même chose. Si on vous dit, bah oui, ce que vous m'avez donné, ça m'a soulagé, mais j'ai encore mal, vous êtes obligé de la croire, même si vous ne le voyez pas, hein. Et ça, c'est un concept assez simple, mais qui est contraire au paradigme de la médecine en France, dans lequel c'est le médecin qui sait. D'accord. Vous dites aussi que soigner, c'est apaiser la peur, les inquiétudes, que ça, déjà, c'est soigner. Oui, bien sûr, parce que si vous prenez encore une fois le cas de la douleur, plus on a peur de la cause de la douleur, plus on a mal. Si on vous rassure en vous disant, bon, il y a tel et tel type d'explication, mais vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas, ça se répare, etc. On voit le niveau, et ça s'évalue, hein, ça s'évalue de l'extérieur en demandant aux personnes, enfin, ça s'évalue de façon personnelle, appropriée, en demandant aux personnes elles-mêmes de coter leur douleur. Une personne qui est angoissée a plus mal de la même douleur que quand elle est plus angoissée. Si on la rassure, sa douleur diminue. Des gestes très simples, comme par exemple, comment dirais-je, faire une piqûre antalgique. On sait que la piqûre, avant que le médicament fasse de l'effet, il va se passer plusieurs minutes, mais vous voyez les gens déjà qui se détendent au bout de quelques secondes, tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet placebo, c'est-à-dire que le geste de soigner est en lui-même quelque chose qui diminue la douleur. D'accord. Donc bien sûr, comment dirais-je, le soulagement que vous apportez de manière relationnelle, on va dire psychologique, est en lui-même un soin. Un soin, d'accord. Vous dites également que soigner, c'est expliquer, partager le savoir médical. Bien sûr, parce que je pense que, enfin je pense, tout indique que quand on sait ce qui se passe dans notre corps, on est plus à même de faire face. Si vous ne savez pas ce qui se passe, votre angoisse est beaucoup plus grande. Si vous savez ce qui se passe, si vous avez des explications, si vous avez un schéma, si vous avez… je vous prends un exemple très simple, c'est les contractions de milieu de grossesse, hein. Les femmes qui se mettent à avoir des contractions intenses au 6e mois et qui, ne sachant pas que ça arrive et que ça n'est pas forcément une menace d'accouchement prématuré, sont très angoissées. Puis dès qu'elles arrivent, elles continuent à avoir des contractions. Dès qu'on leur explique, bah, c'est un phénomène qui arrive très souvent, qui n'est pas forcément… votre col ne s'est pas ouvert, votre bébé va bien, etc. Elles continuent à avoir des contractions, mais elles souffrent moins et elles sont moins angoissées. Donc, le savoir, les explications, l'information, c'est une manière non seulement de soigner, mais aussi de, comment dirais-je, de bonifier les traitements. Parce que si vous ne savez pas pourquoi vous êtes soigné et comment on vous soigne et par quelle manière, c'est beaucoup plus difficile de ne pas être angoissé. Vous dites encore que soigner, c'est gagner la confiance du patient. Je pense qu'on ne peut pas, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, si vous n'êtes pas, si un professionnel de santé, comment dirais-je, on pense que parce qu'une personne va voir une professionnelle de santé, sa confiance lui est acquise. Mais d'abord, ce n'est pas vrai, parce que cette confiance, il faut la mériter, donc il faut la gagner en montrant qu'on est digne de cette confiance. Et deuxièmement, ce n'est pas quelque chose qui devrait être systématique, et deux, qu'on devrait attendre forcément des autres. Tout simplement parce qu'un professionnel de santé ou une professionnelle de santé, la première fois qu'on va la voir, c'est une étrangère. Et cette étrangère, elle est investie d'une sorte d'aura, de potentiel de soins, mais aussi de potentiel de malveillance. Et on en a peur, hein, quand on va voir un médecin ou une médecine, on a peur de ce que la personne qui est en face de nous va nous dire. Donc, il faut que la confiance qu'on va lui donner, elle la mérite. Et donc, pour qu'elle la mérite, qu'elle nous montre qu'elle en est digne. Et ça, c'est toute une démarche qui est très étrangère aux professionnels de santé, en particulier aux médecins en France, parce qu'ils présument que la confiance des personnes qui viennent les voir leur est acquise d'emblée. Mais ce n'est pas vrai, c'est même très vaniteux. C'est un travail de gagner la confiance des autres.
vous dites également que soigner, c'est être bienveillant, tant physiquement que moralement. La bienveillance. Oui, ça c'est pas juste, comment dirais-je, du discours de bisounours, comme disent les méchants. Non, on sait par exemple que, et ça, il y a des éléments neurophysiologiques pour le dire. On le savait intuitivement depuis très longtemps, mais maintenant, il y a en plus des éléments neurophysiologiques et neurobiologiques pour le dire. On sait que les paroles négatives accentuent la douleur, les paroles négatives accentuent l'anxiété, les paroles négatives diminuent la confiance, etc. Les paroles positives ont l'effet inverse. Bon, alors, c'est pas compliqué. Je veux dire, c'est en étant bienveillant, on ne le fait pas simplement pour des raisons morales, on peut le faire pour des raisons morales, mais c'est aussi, comment dirais-je, beaucoup plus efficace d'être bienveillant. Ça permet de mieux soigner. Comment dirais-je, c'est une sorte, c'est la face. Accueillir quelqu'un en lui souriant, en lui disant je suis à votre disposition, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, il n'y a pas de questions stupides, je suis là pour vous répondre et je vais faire de mon mieux pour faire en sorte que vous alliez mieux. C'est déjà le début du soin et ça favorise tout ce qui va venir après. Enfin, vous dites que soigner, c'est accompagner la personne dans ses choix, même quand, à la rigueur, le médecin n'aurait peut-être pas choisi, été dans le même sens. Mais voilà, pour vous, c'est une notion très importante aussi. C'est une notion importante et ça va avec la notion d'absence de jugement. On n'est pas soigner, c'est faire abstraction de ses propres jugements, ses préjugés, bien sûr, mais aussi de ses propres jugements. Les gens qui viennent voir un professionnel de santé ou une professionnelle de santé font et feront des choix de vie qui ne sont pas les mêmes que le ou la professionnelle qui viennent voir. Et premièrement, les professionnels ne devraient pas porter de jugement sur les choix des gens, parce que ce ne sont pas des directeurs de conscience. Alors en France, c'est très important cette notion pour les médecins de se prendre pour des directeurs et des directrices de conscience, parce que la France est encore soumise à l'idéologie catholique, apostolique et romaine, qui consiste à dire non seulement il faut qu'on sauve vos corps, mais il faut qu'on sauve vos âmes aussi. Bon. Quand vous allez dans un pays protestant, on n'est plus du tout dans ce registre-là. On est dans un registre qui est, moi, je veux faire en sorte que vos choix de vie, accompagnez vos choix de vie pour que votre vie soit la meilleure possible de votre point de vue. Et je ne sais pas ce que vous avez dans la tête, donc je ne vais pas porter de jugement sur vos intentions, vos désirs, vos absences de désirs, etc. En France, on est tout le temps en train de mettre en cause vos intentions. Et comment dirais-je, et donc, on porte des jugements sur les choix que vous allez faire. Alors, je vous donne un exemple très simple. Une femme, j'ai vu au centre de planification pendant très nombreuses années, des jeunes femmes, vraiment jeunes, hein, moins de 25 ans, qui venaient me voir. Je ne les ai pas vues toutes en même temps, mais enfin, en 25 ans, on en voit pas mal, qui venaient me voir en me disant je ne veux pas avoir d'enfant et je voudrais me faire une ligature de trompe. Bon. Jusqu'en 2000, c'était interdit. 2001, c'était interdit. C'était illégal. Donc, il y avait des femmes qui arrivaient à avoir une ligature de trompe parce qu'un gynécologue était d'accord pour le faire et puis on faisait passer ça à l'as, comme pour l'IVG. Mais l'immense majorité des femmes qui le demandaient se voyaient opposer une fin de non-recevoir, disant « Mais enfin, vous êtes folle, qu'est-ce que c'est que cette histoire, vous allez changer d'avis. » Bon. Ce qui est un jugement de valeur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir ce qu'une personne a dans la tête et quand elle demande quelque chose, il y a qu'elle qui sait pourquoi elle la demande. À partir de 2001 ou 2002, c'est devenu légal. Mais les médecins n'ont pas changé. C'est-à-dire qu'une immense majorité des femmes, ou des hommes d'ailleurs, parce que c'est légal aussi pour les hommes, des hommes qui demandent une stérilisation volontaire, après avoir eu des enfants ou avant d'en avoir eu, se voient refuser cette démarche, ce droit qui est, je veux dire, il y a 40 millions d'Américains qui ont déjà été stérilisés volontairement, qui sont allés se faire une ligature ou une vasectomie. J'en ai rencontré dès les années 70. Bon, donc en France, on continue à dire « Ah non, 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 c'est une décision trop grave, vous n'avez pas le droit. » Comme si c'était eux qu'on allait stériliser, vous voyez, et non pas les personnes qui les demandaient. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est qu'on n'a pas de jugement. Le professionnel de santé n'a pas de jugement à porter sur la personne qu'il a ou qu'elle a en face de lui. Cette personne
si elle est suffisamment autonome pour venir voir le médecin et demander un avis, elle est aussi suffisamment autonome pour prendre une décision que le médecin ne prendrait pas. Et donc, le rôle des professionnels, ce n'est pas de dire aux gens, vous avez pris de bonnes ou de mauvaises décisions, donc attention à votre âme, c'est de dire, écoutez, si cette décision est légale, je peux vous aider à l'avoir et je vous soutiendrai dans votre décision parce que mon rôle, c'est ça, c'est de vous aider à prendre des décisions de choix de vie. C'est la même chose quand une jeune femme de 15 ans vient en demandant une contraception en disant, j'ai des relations sexuelles avec mon partenaire, mon petit ami, on n'est pas très sûr que les préservatifs, ça suffit, je ne veux pas être enceinte, c'est un choix de vie. Si je commence à lui dire, écoutez, vous êtes un peu jeune pour avoir des relations sexuelles, déjà, je porte un jugement. Déjà, je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Et j'ajoute un obstacle à ces choix de vie. Et c'est ça le fond de l'affaire, c'est que on ne peut pas soigner si on décide ce qui est bon pour les gens à leur place. Ouais. Vous avez une jolie définition qui peut-être regroupe tout ça, hein, du soin. Vous dites soigner, c'est être là. Et la notion de relation aux soins, de créer cette Oui, relation. c'est être là et être là pour soutenir. Je dis aussi, soigner, c'est assez simple, c'est faire en sorte que la personne qui vient vous voir aille mieux en partant. Elle est arrivée, elle n'allait pas bien, vous l'avez vue, vous avez discuté avec elle, vous l'avez soutenue, vous lui avez expliqué des choses, vous l'avez rassurée, vous lui avez fait un antalgique, vous lui avez prescrit un traitement. Elle se sent mieux ou au moins moins mal. C'est-à-dire que se sentant moins mal, elle va avoir envie, si elle continue à avoir mal, de revenir. Si elle se sent plus mal, un, elle n'aura pas envie de revenir, et deux, si elle revient, c'est qu'elle est obligée. C'est une horreur, c'est de la torture. Elle est obligée parce qu'il n'y a pas d'autre médecin. Elle est obligée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le rôle des soignants, c'est de faire en sorte que les gens aillent mieux. L'idéal d'un soignant ou d'une soignante, parce que l'immense majorité des soignants, c'est des soignantes. L'idéal de la soignante que je suis, c'est de dire, mon idéal, c'est que la personne n'ait plus besoin de moi. Mais tant qu'elle a besoin de moi, je suis là. D'accord. Si on voit la vision que vous proposez du soin, on s'aperçoit que voilà, c'est quand même un changement de paradigme, notamment dans le monde médical français. Et on a vraiment l'impression, enfin, c'est ce que vous dites, hein, que ça a du mal à infuser jusque dans l'institution médicale, dans le système d'enseignement médical français. Alors, au regard de ce que vous connaissez des autres systèmes d'autres pays, notamment scandinaves ou anglo-saxons, qu'est-ce qui pose problème dans notre système d'enseignement médical français? Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. J'ai une bonne nouvelle, c'est que, Ça va mieux. Non. un, ça va mieux, et deux, ça peut changer. C'est-à-dire que la situation dans laquelle se trouve le monde médical français, c'était la même il y a 40 ans ou 50 ans au Canada, au Québec en particulier, qui était très catholique. La mauvaise nouvelle, c'est que les institutions françaises changent très lentement. Et qu'en fait, tous les changements ne peuvent venir que de la population. Ils ne peuvent pas venir des institutions à elles seules. Ils peuvent venir d'individus comme moi. Il y a plein d'individus qui sont bienveillants, bienveillantes et qui font en sorte que les gens soient mieux traités. Mais ça ne peut pas venir des institutions, parce que les institutions, c'est quelque chose de rigide, et en particulier en France. Ça a été établi au moins, il y a très longtemps et solidifié par Napoléon pour que ça ne bouge plus. Donc, le problème, c'est ça, c'est la rigidité des institutions. Qu'est-ce qui ne va pas dans les institutions médicales, ou dans les institutions de santé? Eh ben, il ne va pas ce qui ne va pas dans toute la société française. La société française est une société pyramidale, hiérarchisée, patriarcale, sexiste, élitiste, donc raciste, homophobe, transphobe, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que tout ce qui ne correspond pas à un idéal qui n'existe pas, bien entendu, est traité de manière négative. Et fondamentalement, les seules personnes qui correspondent à peu près à cet idéal, c'est-à-dire les hommes blancs riches, n'ont pas affaire aux médecins. Parce qu'ils sont en bonne santé. Plus on est riche, plus on est en bonne santé. Et le problème, c'est ça, c'est que fondamentalement, le système de santé français, qui est élitiste, soigne des gens qui souffrent, alors qu'en fait, ça ne les intéresse pas.
Ça ne les intéresse pas. Pourquoi? Parce que c'est compliqué de soigner des gens qui souffrent. C'est compliqué de soigner des gens qui ne parlent pas votre langue. C'est compliqué de soigner des femmes quand on est un homme. C'est compliqué de soigner des personnes qui n'ont pas votre vocabulaire, qui n'ont pas fait vos études, qui n'ont pas le même niveau socio-économique que vous, c'est-à-dire qui ne vivent pas dans un logement euh, salubre comme vous, qui ne prennent pas de vacances, qui bossent à la chaîne. C'est la médecine française, c'est une médecine élitaire dont l'immense majorité des professionnels sont issus de l'élite où ils sont rentrés dans l'élite par leur métier, mais qui soignent des gens qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne respectent pas. Et alors en plus, dans tous les milieux, la première prolétaire, c'est les femmes. Donc, et ils ne sont pas formés, hein, on parlait de la charge physiologique. Je pense personnellement qu'en médecine, on devrait enseigner la physiologie féminine à tous les étudiantes, tous les étudiants en médecine, d'emblée et le long de toutes leurs études, de façon à ce que toutes les maladies ou les anomalies soient rapportées à la physiologie. Parce que les maladies des femmes sont plus nombreuses et plus compliquées que les maladies des hommes. Et plus délicates à soigner parce que précisément leur physiologie est plus sophistiquée que la physiologie d'un homme. Les reins et le foie des femmes ne fonctionnent pas comme le rein et le foie des hommes, à masse musculaire égale. Donc, par exemple, quand on donne des médicaments, on donne un médicament à une dose adulte à une femme, ça n'a pas été testé en plus chez les femmes, puisqu'on ne teste pas les médicaments la plupart du temps chez les femmes, on les teste seulement chez les hommes. Pour une raison très simple, c'est que si on commence à tester les médicaments chez les femmes, il faut tenir compte du fait qu'elles peuvent être enceintes, il faut tenir compte du fait que les médicaments ne sont pas assimilés de la même manière au moment des règles, etc., etc. C'est compliqué. Donc, on préfère les tester sur les hommes, comme ça, ce n'est pas compliqué. Mais du coup, beaucoup de médicaments n'ont pas été testés sur les femmes. Et par exemple, ce qui arrive, c'est que parfois les femmes ont des effets indésirables qui n'ont pas été décrits, forcément, puisqu'on les a testés sur des hommes. Et quand elles viennent avec un effet indésirable qui n'a pas été décrit, les médecins regardent la liste des effets indésirables décrits, ils disent « mais non, ce n'est pas vrai ». Non, ce n'est pas parce qu'il n'a pas été décrit qu'il n'est pas vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est dans une situation ubuesque qui est que la médecine qui se prétend soigner tout le monde, en fait, elle est censée, comment dire, les médecins sont formés pour soigner des gens qui n'ont pas besoin de soins, mais pas formés pour soigner les gens qui en ont besoin. Donc, on voit bien en fait, qu'il y a quand même un changement de paradigme à effectuer, aussi pour que les médecins eux-mêmes s'affranchissent un peu du formatage de leur formation initiale. Bien sûr. Et là, du coup, il y a peut-être aussi, parallèlement aux médecins, aussi peut-être une nouvelle posture à conquérir par les femmes elles-mêmes, puisqu'en fait, beaucoup de choses se jouent dans le fait, en fait, on en parlait tout à l'heure, de posséder aussi une partie du savoir médical. Bien sûr. Alors, ce que je vous propose, si vous voulez bien, pour illustrer cela, je vous propose de pousser la porte du cabinet médical pour une consultation gynécologique classique. Si vous le voulez bien, Martin Winkler, je vais passer en revue quelques situations de consultation et je vous proposerai de réagir pour nous dire voilà, ce qui est utile à savoir, à réentendre, pour que les femmes, justement, puissent avoir un regard critique sur la façon dont elles les soignent. Et à nouveau là, du coup, loin de la crainte que peut inspirer le savoir médical, la posture du médecin sachant. Donc, on peut être à la fois chez un ou une gynécologue, mais aussi chez un ou une sage-femme, chez un ou un généraliste, puisque, rappelons-le, voilà, généralistes et sages-femmes sont aussi habilités à assurer le suivi gynécologique courant. Vous êtes prêts? Donc, on rentre en salle de consultation. Donc là, on a le cas de Estelle, une jeune adolescente pas très à l'aise puisqu'elle vient consulter pour la première fois pour demander une contraception. Et en fait, le professionnel de santé procède d'office à un examen clinique de la jeune fille. Alors, un acte utile, inutile? C'est un acte inutile et abusif, tout simplement parce que la première chose à faire, c'est d'abord lui demander ce qu'elle veut, de lui demander ce qu'elle connaît, de l'informer sur les méthodes qu'elle ne connaît pas, et puis de l'inviter à choisir, à faire un choix en 2 temps. C'est ce que je faisais le plus souvent, c'est-à-dire je leur dis, voilà, vous avez besoin d'une contraception tout de suite, donc voilà ce que je peux vous prescrire tout de suite. Et puis réfléchissez dans un second temps, ce que vous préférez. Parce que par exemple, prescrire une pilule, c'est très simple, ça demande 2 lignes sur une ordonnance. Pour prescrire une pilule, il n'y a pas besoin d'examiner une femme.
Mhm. Il n'y a pas besoin. La seule chose qu'on a à la rigueur le droit de faire, c'est de lui prendre l'attention si elle veut bien. Mais c'est tout. On n'a pas à la toucher. On n'a pas à la toucher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argument médical pour examiner une femme qui est en bonne santé. Et une femme qui décide de prendre la pilule et qui n'a pas de problème de santé, il n'y a aucune raison de la soumettre à un examen gynécologique, il n'y a aucune raison de lui examiner les seins, et aucune raison de lui demander même de lui poser des questions intrusives sur sa vie sexuelle. Ça ne nous regarde pas. Si elle veut en parler, très bien. Si elle ne veut pas en parler, on n'a pas à poser la question. Donc, comment dirais-je, l'examen gynécologique, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est le consensus international sur les soins gynécologiques. On n'examine pas pour la première fois une adolescente qui demande une contraception. On discute avec elle, on lui donne les options, on lui prescrit ce qui lui permet de se débrouiller dans les premières semaines, et puis on lui donne toutes les infos pour qu'elle prenne une décision définitive dans les 2 ou 3 mois. D'accord. Pour notre autre patiente, André, en revanche, là, l'examen médical est nécessaire. Le professionnel de santé lui demande de s'allonger sur la table d'examen en position gynécologique, qu'on connaît toutes, qui est peu confortable et qui laisse peu de place à la pudeur. Est-ce qu'il y a une autre position? Est-ce que c'est incontournable d'être en position gynécologique? Alors d'abord, même un examen justifié nécessite que la femme soit d'accord. Oui, déjà. Mhm. C'est-à-dire que je peux dire en consultation, bon, il serait peut-être utile de vous examiner. Si la femme me dit, je ne veux pas, je dis, bah, très bien. On peut soigner les gens sans les examiner. Et j'ai appris ça très tôt dans mon exercice médical parce qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas. Et je ne parle pas d'examen gynécologique, ils ne voulaient tout simplement pas enlever leur chemise pour que j'écoute leur cœur. Bon, il y a quelque chose, encore une fois, qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'une personne qui rentre chez un médecin ne perd pas ses droits de citoyenne ou de citoyen. Mhm. De la même manière que vous ne laissez pas ou vous ne voulez pas que n'importe qui dans la rue vous touche, il n'y a aucune raison que vous autorisiez, ou plutôt que vous ne disiez rien, si un médecin vous touche, sans votre autorisation. Non, il doit avoir votre autorisation. Donc ça, c'est la première chose. Oui. Et si du coup on accepte l'examen clinique, cette Si fameuse... on accepte l'examen clinique, un examen gynécologique, ça peut se faire effectivement sur le dos, mais ça peut se faire sur le côté. Ouais. Ça, c'est ce que vous appelez la position La position à l'anglaise, Parce que là, ça du peut se coup, faire sur le côté. moi, je découvrais, je ne connaissais pas du tout, donc je ne sais pas si... Ben, ça peut se faire. La position à l'anglaise, c'est tout simplement parce que les Anglais qui sont moins interventionnistes, en particulier en ce qui concerne les accouchements, j'invite tout le monde, si vous ne l'avez pas vu, à regarder une série télévisée qui s'appelle en français SOS Sage-Femme et en anglais Call the Midwife. C'est une série qui parle de sages-femmes dans un quartier populaire de Londres entre 1955 et 1970. Et il y a 2 accouchements par épisode et vous voyez les femmes accoucher dans toutes les positions possibles et imaginables, en particulier sur le côté. Donc, c'est pareil, l'examen clinique ou même une pose de stérilet, ça peut se faire coucher sur le côté. C'est pas quelque chose, on n'est pas obligé d'écarter les jambes pour se faire examiner. Encore faut-il que les femmes le sachent, encore faut-il que les médecins le sachent et sachent le faire et prennent l'habitude de le faire, encore faut-il qu'ils aient des tables assez larges pour que ce soit confortable, parce que si vous avez une table très étroite, c'est plus compliqué, etc., etc. Donc effectivement, ça aussi, c'est un changement de paradigme. On suit maintenant Gabrielle. Alors, Gabrielle n'a pas eu d'enfant. Elle vient pour une contraception et la pose d'un stérilet ne fait pas partie des choix présentés par le professionnel de santé. C'est logique, c'est pas logique? C'est pas logique. Un stérilet peut être, enfin, un dispositif intra-utérin peut être une première contraception. Je vous donne... Pardon? Qu'on ait eu ou pas d'enfant? Bien sûr, ça n'a rien à voir parce que, en plus, l'argument, ouais, elle n'a pas eu d'enfant, je veux dire, ça fait. Moi, quand j'ai commencé à exercer la médecine à la fin des années 70, il y avait déjà des stérilets de 2 tailles, dont une petite taille pour les femmes sans enfants. Pourquoi? Parce que dans les pays anglo-saxons, ça faisait longtemps qu'on posait des stérilets à des femmes qui n'avaient pas d'enfants. Mais en France, ils les faisaient aussi. Et les gynécologues disaient, ah non, non, on ne peut pas. Je dis, mais alors attends, les petits stérilets, ils servent à quoi alors? C'est logique de poser un plus petit stérilet à une femme qui n'a pas eu d'enfant parce que son utérus est plus petit, sa cavité utérine est plus petite. Mais alors à quoi ils servent? Bon, et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que
une jeune femme qui vient en vous disant « je veux une contraception, mais en plus j'ai des règles épouvantablement douloureuses » ou « j'ai des règles hémorragiques », il est parfaitement légitime de lui proposer, si elle le veut, un dispositif intra-utérin hormonal qui, lui, va réduire le volume de ses règles, réduire les contractions, l'empêcher d'avoir mal, puis elle va être tranquille. Et puis, elle aura moins de tampons. La charge physiologique s'accompagne d'une charge économique, parce que si vous avez des tampons ou des serviettes à acheter tous les mois, ça coûte à âge identique. Un homme et une femme n'ont pas du tout les mêmes coûts, Ouais. le même budget de fonctionnement, comme on dit. Bon. Donc là, c'est la même chose. Ça peut être tout à fait une contraception. Mais un de mes collègues anglais m'avait raconté que, par exemple, sa fille, qui, à partir de 14 ans, a eu des règles hémorragiques et douloureuses, était allée voir l'infirmière spécialisée, parce que là-bas, c'est des infirmières spécialisées qui font de la contraception aussi. Et puis, elle lui avait proposé, et avec son accord, lui avait posé un stérilet hormonal à 14 ans. Mhm. Et bon, cette jeune femme avait été beaucoup plus heureuse par la suite. Précisément, là, cette fois-ci, on retrouve Zoé, qui, elle, a des règles douloureuses depuis longtemps, qui n'ose plus en parler à son professionnel de santé, à force de s'être entendue dire peut-être qu'elle exagérait un petit peu, et qu'elle-même, au final, se persuade que c'est normal et qu'il faut faire avec. Est-ce que Zoé, elle doit en rester là? Est-ce qu'elle doit vivre avec? Zoé ne doit pas en rester là. La douleur est un signal d'alarme. Quand on a mal, ça ne veut pas forcément dire quelque chose de grave, mais ça veut toujours dire qu'il se passe quelque chose. Alors, soit ce quelque chose se passe au niveau de l'organe qui fait mal, soit ce quelque chose se passe dans le système nerveux lui-même. Mais ça reste une douleur valide, même si c'est le système nerveux qui perçoit les douleurs de manière intense alors qu'il y a des phénomènes peu importants, ça reste une gêne, ça reste une souffrance. Donc, dire « ah bah c'est normal, vous avez vos règles, c'est normal que vous ayez mal », c'est inacceptable. Pourquoi? D'abord parce qu'il n'y a pas de douleur acceptable. Encore une fois, vous voyez l'imprégnation catholique, apostolique et romaine, c'est la douleur, c'est bien, c'est rédempteur et tout et tout. Non, non, c'est pas vrai. C'est des conneries, ça. What's this bullshit, comme dirait ma blonde. What's this bullshit? Non, toute douleur est respectable et toute douleur doit être soulagée. Et encore une fois, comme c'est la personne elle-même qui a mal, qui est la seule habilité pour dire je souffre moins, je ne souffre plus, c'est sur elle qu'il faut se fonder. Donc, par exemple, les douleurs des règles, on n'est pas obligé de prendre des traitements extraordinaires, mais simplement prescrire, je ne sais pas moi, de l'ibuprofène à des femmes qui ont mal pendant leurs règles, ça peut suffire. On n'est pas obligé de faire des choses extraordinaires, mais il faut toujours que ce soit pris en compte et soulagé de façon appropriée. Et enfin, Elisabeth, qui vient de fêter ses 19 ans. Tout va bien pour elle, mais en parlant avec ses amis, elle s'aperçoit qu'elle est la seule à n'avoir jamais fait de frottis jusqu'alors. Est-ce qu'elle a négligé sa santé? Non, le consensus international, c'est que le premier frottis n'a pas besoin d'être fait avant l'âge de 25 ans, pour une raison très simple, c'est que toutes les anomalies, entre guillemets, qu'on découvre au frottis avant cet âge-là peuvent être tout à fait transitoires, sont dans l'immense majorité des cas bénignes. Donc, si on fait un frottis, qu'on trouve une anomalie et qu'on commence à emmerder les femmes, on va leur imposer des examens, des biopsies, des trucs. Bon. Donc, premier frottis 25 ans, et ensuite, s'il est normal, tous les 3 ans, ça suffit. J'ai vu des femmes de 28 ou 30 ans qui n'avaient jamais eu d'examen gynécologique, qui n'avaient jamais eu de frottis. On se calme. Je veux dire, on fait le frottis quand elles viennent, si elles veulent. Mais ce n'est pas parce qu'elles n'ont jamais eu de frottis. Vous voyez bien comment on est dans une idéologie de la faute. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas fait de frottis avant l'âge de 30 ans qu'elles auront un cancer. Donc, elles ne vont pas être punies de ne pas avoir fait de frottis avant l'âge de 30 ans. Donc là, moi, je milite vivement pour que les professionnels de santé cessent de se mettre dans une position qui est une position de père ou de mère fouettarde, qui consiste à dire « Oh là là, c'est pas bien, vous n'avez pas fait votre frottis. » Oui, je n'ai pas mis mon frottis, je vous enquiquine. Je veux dire, j'ai le droit de vivre la vie que je veux. Ça, c'est des choix de vie. Puis si le jour elle vient demander son frottis, si elle veut un frottis, on lui fait et on le fait sans commentaire. Mais ça, c'est encore une fois, il faut se départir de l'idée
que les médecins peuvent guider les choix de vie ou les choix moraux des personnes qui ne sont pas eux ou elles. Ben, merci beaucoup. Donc, il y avait encore un grand nombre de femmes dans la salle d'attente. Mais là, voilà, c'était juste pour donner un aperçu de quelques connaissances qui vraiment méritent d'être partagées avec le plus grand nombre de femmes, si on veut voilà, que chacune ait un regard critique sur la façon dont on les soigne. Et à ce titre, alors, vous n'avez pas besoin du tout de publicité pour vos ouvrages, hein, mais je crois qu'on peut vraiment conseiller la lecture et la diffusion très large de votre dernier ouvrage, C'est mon corps. Voilà, un manuel qui apporte vraiment une réponse à un grand nombre de questions que les femmes peuvent se poser sur leur santé tout au fil de leur vie. Merci. Alors, juste dernière étape, parce que je vois qu'il y a pas mal de questions quand même. Une autre perspective possible d'amélioration de la santé des femmes, hein, on l'a vu, si en France, l'institution médicale reste quand même hermétique à toute évolution, on peut appeler aussi, vous appelez une révolution tranquille, un peu informelle, qui passera par les médecins, mais peut-être aussi et surtout par les femmes elles-mêmes. Ça passera d'abord par les femmes. D'abord par les femmes. D'abord par les femmes. D'accord. Les médecins, excusez-moi de vous interrompre, mais si l'IVG a été légalisé, c'est parce que les femmes faisaient pression. C'est pas parce que les médecins étaient contre. Hein. En 1975, quand l'IVG a été légalisé, l'ordre des médecins était contre. D'accord. Et la majorité des médecins étaient contre. Et justement, vous dites, je vous cite, hein, que finalement, ce sont les patientes qui font les soignants et on ne devient pas patient tout seul. Donc, voilà, expliquez-nous un peu cette vision-là. Et puis, est-ce que derrière ça, il y a aussi votre fameuse patiente alpha? Est-ce que voilà, c'est grâce… L'un des problèmes de la formation médicale, c'est de laisser entendre que parce que les professionnels de santé, enfin les étudiantes ou les étudiants, ont entendu la parole de leur patron, et s'ils en restent à la parole de leur patron, ils ne feront plus jamais d'erreur. Or, en fait, le soin, c'est un métier qui s'apprend en permanence. On apprend des bases d'un savoir-faire, et puis après, on perfectionne ces bases scientifiques et son savoir-faire avec le temps. Qui est-ce qui nous permet de le faire? C'est les questions que les personnes nous posent. On ne peut pas être spécialisé dans tout. Moi, il y a plein de choses que j'ai apprises parce que les femmes m'ont posé des questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Mais au lieu de leur dire « votre question n'a pas d'intérêt », ce qui était le plus simple, ou « votre question est stupide », ou « votre question, écoutez, je n'ai pas appris ça, donc ça ne doit pas exister », j'ai déjà entendu ce genre de commentaires, je me disais, cette question, je ne connais pas la réponse, je vais la chercher. Et quand les professionnels sont dans ce type de perspective, c'est-à-dire une perspective qui est, je vais, grâce aux questions qu'on pose, grâce aux attentes que les gens peuvent avoir, grâce aux interrogations que les gens peuvent avoir, grâce à ce qu'ils partagent avec moi de leur savoir ou de leurs observations, parce qu'il y a énormément d'observations empiriques qui sont faites par les personnes elles-mêmes. Je vous reprends l'exemple de l'effet secondaire, de l'effet indésirable du médicament. Si un effet indésirable est rare, quand on teste un médicament, on ne le voit pas apparaître. Mais quand on prescrit un médicament à des centaines de milliers de personnes, il va y avoir quelques centaines ou quelques milliers qui vont venir en disant « voilà, il m'est arrivé ça ». C'est elles qui nous apprennent qu'il y a un effet secondaire rare. On ne peut pas le voir pendant l'expérimentation. Et tout est comme ça. Donc, comment dirais-je, l'apprentissage du soin se fait avec les personnes. Et les personnes savent sur elles-mêmes beaucoup plus de choses que les médecins n'en savent. Il y a un mème qui circule sur les réseaux sociaux, c'est ne prenez pas, c'est un médecin qui parle en disant ne prenez pas ce que vous avez appris sur Google pour mes 10 ans, ne confondez pas ce que vous avez appris sur Google sur mes 10 ans d'années de médecine. Et il y a un mème de patiente qui lui répond ne confonds pas ce que tu as appris en 2 heures de cours avec ma vie de patiente, ma vie de malade. Bon. Les personnes qui souffrent ont énormément de choses, de savoir sur leur propre souffrance. Et c'est ce savoir qui permet de nourrir l'apprentissage des professionnels de santé. Encore faut-il que les professionnels les écoutent. Et quand vous disiez ça va changer, ça changera peut-être de la part des médecins, je pense que ça va changer surtout parce que ça vient des patientes. Les initiatives de personnes sur la santé des femmes, ce n'est pas tout récent. Hein. On vient d'éditer une version française là, en 2020 d'un livre qui s'appelle « Notre corps nous-mêmes ».
Le livre original avait paru en 1972 ou 1973 aux États-Unis. C'était un groupe de femmes. Il y avait peut-être des médecins parmi elles, mais ce n'est pas sûr, qui avaient écrit une sorte de livre d'autogestion du corps féminin par les femmes elles-mêmes. Bon. Et le savoir formel et informel des femmes sur leur corps est infiniment supérieur au savoir théorique que les hommes peuvent en avoir, ou que les hommes médecins peuvent en avoir. Donc, je crois que s'il y a pression à faire, cette pression, elle doit venir du public, parce que le public sait des choses, a acquis un savoir sur la santé, sur sa santé, sur la santé de leurs environnements, sur la santé de leurs enfants, sur la santé de leurs parents, et qui doivent faire pression en disant « ce que nous savons a de la valeur, vous devez l'écouter ». Si vous ne l'écoutez pas, premièrement, c'est contre-productif, parce que vous vous présentez comme des ennemis de ce que nous ressentons. Et deuxièmement, c'est contre-productif pour vous, parce que vous n'apprenez rien. Très bien. Donc voilà, on est sur ce que vous appelez le duo un médecin partenaire, une patiente informée, décisionnaire, pour que voilà, ce soit au Oui, service c'est de la ça. santé des femmes. C'est les décisionnaires, ce sont les personnes qui demandent des soins. Les médecins sont là pour les soutenir. Parfait. On passe la parole à Gaëlle, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions. Gaëlle, si tu peux reprendre la main. Es-tu là, Gaëlle? Je suis parfaitement là. Oui, effectivement, beaucoup de questions. Alors déjà, des remerciements, beaucoup de remerciements, de salutations de vos ouvrages qui ont accompagné soit les professionnels, soit les femmes elles-mêmes dans leur cheminement. Je vais peut-être un peu rassembler, partir des questions peut-être plus générales pour les plus particulières. Vous aviez évoqué au tout début la question de la douleur et des biais de genre, ethnique, etc., dans l'évaluation de la douleur. Qu'est-ce qui peut être, quel levier peut-on activer pour une meilleure prise en charge? Il n'y a pas de solution miracle. En gros, il y a deux situations là. Il y a la situation interindividuelle, c'est-à-dire vous êtes face à quelqu'un qui manifestement n'écoute pas ce que vous dites et ne prend pas en compte ce que vous dites. Et je crois que il y a beaucoup de professionnels de santé qui seraient susceptibles de vous écouter si vous insistez. C'est-à-dire qu'il y en a qui se comportent de façon un peu rigide parce qu'on les a formatés de façon rigide. Mais ils ne demanderaient pas mieux qu'on les force un peu en dehors de leur retranchement. Et donc, je crois qu'il faut savoir le faire ou oser le faire. Il faut oser aussi ne pas accepter quelque chose, c'est-à-dire entendre des paroles inacceptables, et puis il faut dire non, moi je ne veux pas être traité comme ça, donc je prends mes affaires, je m'en vais et je ne paye pas. Et je le fais savoir. Dire, on ne peut pas faire changer quelqu'un si on ne lui montre pas que son comportement non seulement n'est pas acceptable, mais n'est pas accepté. Après, il y a les problèmes institutionnels, et ça, c'est plus compliqué parce qu'on ne peut faire pression sur les institutions que si on est nombreux. Individuellement, c'est compliqué. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup aux groupes de pression comme les associations de patients, comme les associations de, comment dirais-je, humanitaires, par exemple. Et aussi, les médecins sont toujours en train de dire « Oh là là, on fait beaucoup de procès aux médecins ». Non, en fait, on ne fait pas beaucoup de procès aux médecins parce qu'il y a très peu de gens qui portent plainte. Et je vais risquer là une analogie qui est un peu osée, mais au fond, un médecin maltraitant, c'est comme un violeur en série. C'est comme un violeur en série. C'est-à-dire que tant que la honte est du côté des personnes qui l'a maltraité, il va pouvoir continuer à faire ce qu'il veut. Et des fois, il y a des médecins maltraitants qui sont des violeurs en série, comme on l'a vu récemment avec un spécialiste de l'endométriose. C'est très difficile de porter plainte contre un médecin, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ça ne peut donner des résultats que si c'est cumulatif. Et donc, c'est pour ça que, encore une fois, l'union fait la force.
Mais encore une fois, c'est pas une solution miracle, c'est compliqué. Chaque personne qui subit des maltraitances est souvent abandonnée à elle-même. Et je ne dis pas que c'est facile, mais je pense que simplement le temps travaille pour les patientes, hein. Plus il y aura de patientes qui pourront le faire, qui seront soutenues, plus ce sera difficile pour des médecins d'être maltraitants. Hmm. Ok. Et côté institutionnel, il y avait plusieurs questions qui portaient sur la formation. Est-ce Oui. que la formation peut justement amener le soignant à être davantage dans une posture d'écoute, d'éthique? Est-ce que les choses changent de ce côté-là? Les choses changent de façon ponctuelle et comment dirais-je, inégale en fonction des hôpitaux, en fonction des endroits. Il y a des endroits dans l'ouest de la France où on est manifestement beaucoup plus bienveillant que dans d'autres villes. Euh, je crois que ça dépend aussi beaucoup des gens qui travaillent là-bas. Et puis, encore une fois, du partenariat entre les personnes soignées ou les personnes qui demandent des soins ou les associations de patients et les professionnels de santé. Bon, il y a par exemple à Montréal un département patient partenaire qui existe depuis une douzaine d'années et qui maintenant forme des personnes qui sont des malades chroniques à devenir des enseignantes et des enseignants pour les professionnels de santé. Si votre mentor est une personne qui souffre d'une maladie chronique, vous ne voyez pas les choses de la même manière que si votre mentor est un patron de service en pleine santé et qui ne s'intéresse qu'à ses propres recherches. Donc, oui, ça change pas vite, mais ça change quand même. Et surtout, mais ce qui change le plus, et c'est là qu'il faut être optimiste, ce qui change le plus, c'est la perspective des professionnels de santé et c'est la capacité la perspective du public et la capacité des professionnels de santé bienveillantes et bienveillants à aller de l'avant en étant soutenus par le public et en soutenant le public. Je veux dire, encore une fois, c'est un cercle vertueux. Plus on se soutient les uns les autres, et plus ça fait pression aussi. Mais la formation, elle est très dépendante des personnes qui forment. Si vous avez des gens bienveillants qui forment, ils vont former des gens bienveillants. S'ils ne sont pas, ça va être plus compliqué. Très bien. Alors, je vais devoir faire des sélections dans les questions parce qu'elles sont assez nombreuses. Il y avait une remarque je remonte, pardon, qui indiquait que donc c'est une soignante qui a changé de métier. Elle était sage-femme hospitalière, elle est tabacologue à présent. Et la remarque qu'elle fait, c'est qu'en étant tabacologue, elle a du temps pour écouter et du temps pour questionner. Donc voilà, ça renvoie peut-être à une remarque un peu générique sur la question du temps de l'écoute. Est-ce que c'est un vrai enjeu, pas enjeu? Est-ce qu'on peut faire dans des temps resserrés? Non, mais on peut tout faire dans des temps resserrés. Ce qui compte, c'est que quand on a une relation suivie avec une personne, il y a des consultations qui peuvent être longues, il y a des consultations qui peuvent être courtes. Parce que quand vous savez déjà tout l'arrière-plan de la personne, c'est assez facile de ne pas avoir à y revenir. En médecine générale, c'est pour ça que les médecins généralistes, en général, ont de meilleures relations avec les personnes qui soignent, c'est parce qu'ils les voient très souvent ou régulièrement et qu'il y a plein de choses qu'on n'a plus besoin de rappeler. Alors, la question du temps d'écoute, c'est surtout la question de qu'est-ce qui est prioritaire pour la personne qui vient vous voir. Si le médecin fait passer ses priorités avant les priorités de la personne, de toute façon, tout le monde va perdre du temps. Si on est à l'écoute de ce que la personne vient nous dire et qu'on se focalise sur son problème immédiat, tout peut aller très vite. Mais encore une fois, c'est un paradigme différent. Et puis, c'est un apprentissage. Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend tout de suite. Plus les professionnels sont formés à bien écouter ce que les gens disent dès qu'ils entrent. Il y avait en Angleterre, il y avait le père symbolique de la médecine anglo-saxonne,
qui s'appelle William Osler, était canadien, il a enseigné en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, et il disait, écoutez bien ce que la personne qui entre vous dit, parce qu'elle vous donne le diagnostic. C'est-à-dire qu'il partait du principe que tout alors, ce n'est pas toujours vrai, mais ce qui est toujours vrai, c'est que la personne qui vient nous dit toujours ce qui est important pour elle, à condition qu'on l'accepte, à condition qu'on l'écoute, et à condition qu'on ne rejette pas ce qui est important pour elle. Et ça, c'est un changement de paradigme radical qui permet de gagner beaucoup de temps. Mais c'est un entraînement, ça ne vient pas comme ça, quoi. Et justement, ça renvoie à une question que dans le chat, là, si la formation n'est pas forcément le lieu où les choses se passent, qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous a permis ce cheminement de la relation d'écoute Il y a plusieurs choses. Il y a le fait que j'ai fait beaucoup de remplacements avant de m'installer, donc j'ai vu des gens dans des situations très différentes, j'ai entendu des médecins très différents. J'ai toujours essayé de travailler à l'hôpital, donc je suis allé au centre de planification. Au centre de planification, on faisait des consultations et des IVG, c'est-à-dire pas des gestes très lourds, mais on avait beaucoup de moments où on parlait avec les femmes et où les femmes nous parlaient, nous apprenaient des choses sur leur vie. J'ai participé à des groupes BALINT, c'est-à-dire des groupes de parole, dans lesquels on parlait de nos difficultés relationnelles avec les personnes. J'ai beaucoup lu. Je veux dire, c'est pas effectivement, moi, j'ai réussi à me former pour être un professionnel pas trop maltraitant, avec les moyens du bord, et je n'étais pas dans un pays anglo-saxon où c'était beaucoup plus développé. Je n'étais pas dans une région dans laquelle il y avait beaucoup de possibilités. J'étais dans la Sarthe. On était plutôt un peu démunis pour des raisons structurelles aussi. Mais je parlais de mon ami Alain Gagnon et moi, tous les deux, on était très contents d'être à l'hôpital du Mans parce que précisément, c'est un hôpital de province qui n'était pas un CHU, dans lequel les gens ne se battaient pas pour avoir des titres et des diplômes et des machins comme ça, et où on apprenait à soigner. Donc, ce n'est pas que ce n'est pas possible, mais simplement, il faut vouloir, il faut aller au-devant des situations d'apprentissage. Je suis allé faire des accouchements, je ne savais pas faire un accouchement, j'ai demandé à aller faire des accouchements en double de l'interne de gynécologie obstétrique, et les sages-femmes m'ont appris à faire des accouchements. Je les ai regardés, et puis ils m'ont appris en me montrant. Donc, je crois que c'est ça aussi, ça demande beaucoup d'énergie, et je pense que ce serait bien mieux si, au lieu de demander spontanément aux étudiantes et aux étudiants de donner leur énergie à des endroits où il faut qu'ils se démènent, si on leur donnait ces occasions d'apprendre, et si on les incluait dans leur formation professionnelle. Merci. Alors, je suis un peu perdue dans le flot de questions. J'avais des questions très précises. Alors, moi, je ne connais pas. Il y a une personne qui demande que pensez-vous de la gynécologie émotionnelle? Alors, si je ne me suis pas trompée, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non, attendez, ce que je peux essayer, c'est de chercher son message dans le... C'est chercher dans son... Si, c'est ça, c'est bien la gynécologie émotionnelle. J'ai retrouvé. Je ne sais pas ce qu'elle définit par gynécologie émotionnelle. En tout cas, je pense que toutes les gynécologies devraient être émotionnelles. C'est-à-dire que si on n'écoute pas les émotions, enfin tout le soin devrait être émotionnel. Si on n'écoute pas les émotions des gens, on se trompe, quoi. Mais je ne sais pas ce qu'elle définit comme gynécologie émotionnelle, donc je ne pourrais pas répondre. D'accord. Il y avait des questions aussi très précises. Vous avez parlé d'un certain nombre d'examens gynécologiques qui étaient inutiles. Donc, une question, est-ce que la mammographie tous les 2 ans, c'est un acte nécessaire, pas nécessaire à partir de 50 ans? Alors, nécessaire, pas nécessaire. On pense de plus en plus que non seulement ce n'est pas nécessaire, mais ça peut être délétère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les traitements des cancers du sein sont tellement efficaces que les femmes qui se font dépister n'ont pas une survie meilleure que les femmes qui ne se font pas dépister. Je m'explique. Si vous faites dépister, on va peut-être vous trouver
une image, une anomalie qui va être peut-être un cancer ou peut-être pas, pour lequel on va vous proposer de vous opérer. Et sur, mettons, 500 femmes qu'on va opérer, il y en aura 3 seulement qui auront un cancer, mais il y en aura 497 qui auront été opérées pour rien. L'attitude maintenant, c'est de dire, si au dépistage, si vous voulez faire un dépistage, c'est votre droit le plus strict. Faites votre dépistage à partir de 50. Mais vous pouvez aussi vous dire, si je n'ai pas d'antécédent familial, c'est-à-dire si personne ou si le seul cancer du sein qu'il y a, c'est chez ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère qui avait 75 ans quand elle a eu son cancer, ce n'est pas un facteur de risque. Si je n'ai pas de gène qui me prédispose au cancer du sein, ça ne sera pas un retard si le jour où je me trouve une boule dans le sein, je vais me faire opérer. Parce que les traitements, encore une fois, sont tellement efficaces que même si on m'avait dépisté avant, mon espérance de vie ne sera pas moins bonne. Donc la question, c'est que si on dépiste trop, on met des femmes en situation d'être opérées alors qu'elles n'en ont pas besoin, on crée beaucoup de souffrance, on crée beaucoup d'anxiété, mais on n'améliore pas l'espérance de vie. Or, fondamentalement, qu'est-ce qu'on veut? Et puis, on n'améliore pas le confort de vie, parce que si vous êtes opéré, qu'on vous enlève votre sein, alors que vous auriez pu le garder 5 ans de plus sans être opéré, en ayant une espérance de vie identique, en étant opéré seulement dans 5 ans, vous avez perdu 5 ans de confort de vie avec un sein qu'on vous a enlevé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'espérance de vie, c'est une chose, mais il y a aussi la qualité de vie. Et là, maintenant, à l'heure actuelle, le discours, c'est le suivant, c'est vous voulez vous faire dépister, c'est votre droit le plus strict, faites-vous dépister. Si jamais on vous trouve quelque chose, réfléchissez bien avant de dire je veux qu'on m'opère. Parce qu'il n'est pas sûr que ce soit la bonne solution. La bonne solution, ça peut être un suivi sans intervention, parce qu'il y a des images qu'on voit à la mammographie qui ne se transforment pas en cancer. Et si on vous fait à ce moment-là une échographie qui est beaucoup moins agressive, une échographie régulièrement, qu'on vous examine régulièrement, une fois tous les ans, une fois tous les 2 ans, ça suffit. Vous n'avez pas forcément besoin qu'on vous saute dessus. Donc, et vous voyez bien, comme on en revient à ce qu'on disait au début, plus on donne une information nuancée, plus les femmes peuvent prendre une décision qui correspond à leur désir à elles. Si je vous dis c'est comme ça et c'est pas autrement, et que vous ne voulez pas faire comme ça, vous allez être dans l'angoisse et dans la culpabilité et dans l'idée que vous allez mourir du jour au lendemain. Or, ce n'est pas ce qu'on veut, ce n'est pas du soin, ça. Tout à fait. Donc, j'avais une remarque. Aujourd'hui, dans de nombreux territoires, il y a des déserts médicaux très importants. En Sarthe ou en Mayenne, c'est une question mayonnaise. Et la Sarthe et la Mayenne, on est un peu logés à la même enseigne. Et du coup, ça pose le problème du choix du médecin, d'être sur la posture que vous proposez, de dire en tant que femme, ça on ne veut pas, on dit non. Est-ce que, du coup, c'est un paramètre complémentaire qui rend les choses plus complexes? C'est un paramètre complémentaire qui rend les choses plus complexes, mais il faut quand même garder à l'esprit que votre frottis, par exemple, il peut être fait par une sage-femme. Maintenant, voilà, les sages-femmes viennent d'être autorisées. Enfin, il y a la loi qui étend le délai d'IVG autorise aussi les sages-femmes à faire les IVG instrumentales, ce qui est à mon avis formidable parce que n'importe quel professionnel de santé peut faire une IVG. Mais n'importe quel professionnel de santé peut faire un frottis aussi. On peut se faire un frottis au labo. Hein. Il y a des labos qui ont des laborantins qui font des frottis. Bon. S'il s'agit d'une consultation plus compliquée, effectivement, c'est plus délicat. Mais avant d'aller chez un spécialiste, on peut aller voir son médecin de famille, s'il y a un médecin de famille dans le coin. Il y a statistiquement plus de médecins de famille que de spécialistes. Et je crois qu'il faut aussi toujours garder à l'esprit que on incite les femmes à surconsommer des soins, à surconsulter, à consulter alors qu'elles n'en ont pas besoin. Et là, il y a aussi quelque chose à faire. C'est-à-dire que si on consulte moins, si on consomme moins, on dépense moins de ressources, mais si on consulte moins, on dépense moins
de ressources médicales aussi. Mm. Et il y a alors il y a une information à faire. Il ne s'agit pas de vous dire interdisez-vous de consulter, mais il s'agit de dire plus vous êtes informé, plus vous saurez si vous avez vraiment besoin de consulter. Et si vous avez vraiment besoin de consulter tel professionnel plutôt que tel autre. Ça demande aussi, et ça ne peut être que le produit d'une information et d'un partage de l'information au niveau de la population, via les réseaux sociaux, via ce type comment dirais-je, de conférences, etc. Parce que le premier ennemi de l'accessibilité aux soins, c'est la surconsommation médicale. Mm. Et en termes justement de rééquilibrage des déserts médicaux, est-ce que c'est des réflexions que vous avez eues? Est-ce que vous avez des propositions? Moi, je suis stupéfait d'entendre dire que le Sénat veut imposer aux étudiants en médecine de s'installer dans des déserts médicaux 6 mois après leur diplôme, parce qu'on n'obtient jamais de bons résultats en contraignant les gens. Mais en France, on ne sait que contraindre. Le problème des déserts médicaux, c'est un problème qui n'est pas du tout nouveau dans le monde. Je vous donne un exemple. Il y a une télésérie américaine qui s'appelle Bienvenue en Alaska, qui date des années 90. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire d'un jeune médecin qui fait ses études à New York, mais qui n'a pas les moyens de faire ses études. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe un contrat avec l'État de l'Alaska. L'État de l'Alaska lui paye ses études. En échange, il va exercer 5 ans dans l'Alaska dont il a fini. Ce n'est pas compliqué de mettre au point. Ce ne serait pas compliqué de mettre au point le même type de contrat en France en disant, voilà, si vous vous engagez au début de vos études à aller exercer dans le département, mettons, de la Sarthe, à la fin de vos études pendant 5 ans, on va prendre en charge tout un tas de dépenses qui sont inhérentes, parce que ça coûte quand même cher de faire des études de médecine. Ce n'est pas vrai que c'est gratuit. Hein, les étudiants en médecine riches sont beaucoup plus nombreux que les étudiants en médecine qui viennent de familles modestes, parce que ça coûte de l'argent. Si on finance les études de médecine en disant en échange, vous venez bosser dans notre département, premièrement, vous aurez des gens qui seront volontaires parce qu'ils voudront être médecins et ça leur est absolument égal d'aller dans la Sarthe ou dans la Creuse ou dans le Nivernais. Ce n'est pas ça leur problème. Ils veulent soigner. Et deuxièmement, on attirera d'autres personnes. Donc ça, c'est un truc qui aurait dû déjà être fait depuis il y a 20 ans. On peut quand même le faire maintenant, à condition d'avoir une perspective de longue durée. Et après, il y a beaucoup d'incitations qui peuvent être inventées pour inciter. Et encore une fois, inciter, non pas obliger ou contraindre. Peut-être, alors c'est très frustrant hein, vu le nombre de questions, mais peut-être Gaëlle, si tu arrives à avoir une dernière question. Oui, alors donc on a bien compris que nous devons, nous, en tant que femmes patientes, prendre du pouvoir d'agir et oser les choses. Néanmoins, est-ce que dans les actes de soins avec des approches genrées, Oui. dans les protocoles médicaux, avec des protocoles médicaux adaptés, est-ce qu'on pourrait avoir des choses qui évoluent favorablement et qui prennent en compte davantage la complexité de la physiologie féminine? Je crois que oui, encore une fois, c'est lent, hein, mais c'est manifeste, ne serait-ce que parce que, premièrement, évidemment, la profession se féminise, mais ce n'est pas seulement parce que la profession se féminise, c'est aussi parce que les jeunes gens, les jeunes femmes qui deviennent des professionnels de santé aujourd'hui ne sont plus les jeunes femmes d'il y a 25 ans. Elles ont une conscience, une connaissance et une sensibilité par rapport à ce qui est proprement féminin, ce qui leur appartient proprement, qui est bien plus, comment dirais-je, bien plus acéré grâce aux réseaux sociaux, grâce au partage, grâce aux livres, grâce à la télé, Donc, c'est en train de changer petit à petit. Le problème, c'est que effectivement, nous, on a besoin, nous tous aujourd'hui, nous toutes et nous tous aujourd'hui, on a besoin de soins aujourd'hui et on n'a pas toujours ce qu'il nous faut sous la main. Mais c'est à la fois le paradoxe et la réalité, c'est-à-dire qu'on peut raisonnablement espérer que ça va aller de mieux en mieux si on y met beaucoup d'une autre, mais ça ne va pas aller de mieux en mieux partout à la même vitesse et pour tout le monde, ça c'est sûr. Il n'y a pas tellement de
n'y a pas tellement de solution immédiate à ça. Eh bien, écoutez, je sais que c'est vraiment, vraiment frustrant, j'imagine, pour toutes les questions qui ont été posées, mais ça veut dire qu'on aura sûrement besoin d'un prochain rendez-vous avec vous, Monsieur Winkler. Avec En tout cas, plaisir. mille merci pour votre temps, mille merci de nous avoir éclairés et permis d'entrevoir des pistes pour aider les femmes à dire « c'est mon corps, docteur ». Mille merci à toi, Gaëlle, hein, franchement, d'avoir été garante de la gestion des questions-réponses. Et puis, merci à vous qui êtes derrière votre écran, qui avez tenu, malgré le fait qu'on ait largement dépassé l'horaire. Alors, un replay sera disponible que nous vous ferons parvenir à tous les participants et qui, nous l'espérons, bénéficiera aussi d'un large relais dans vos réseaux respectifs, puisque on a bien vu, c'est comme ça, par des petites pierres déposées par chacun qu'on peut faire avancer progressivement les choses. Absolument. Et puis j'espère voilà, toutes et tous vous retrouver pour nos prochaines conférences, dont une avec Martin Winkler, on l'a noté, dans les conférences que la Mutualité française Pays de la Loire compte à nouveau décliner sur cette thématique de la santé des femmes l'année prochaine. Donc écoutez, d'ici là, belle fête de fin d'année, prenez soin de vous et des autres, et puis plus particulièrement des femmes. Voilà, merci beaucoup. Merci Martin Winkler, à toutes. Merci à toutes. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.